Pepe, avant d'arriver à cette diapositive, on a appris que les Yéménites en Arabie Saoudite ont attaqué l'Arabie Saoudite. La raffinerie de pétrole a... Oui, encore une fois, la raffinerie de pétrole. Cette raffinerie de pétrole, exactement. Pour le moment, elle ne fonctionne plus. Elle est à l'arrêt. Si je ne me trompe pas, sa capacité est de 400 000 par jour. 400,000 a day. Out of business already. So this is once again déjà hors service. Donc, une fois de plus, c'est un message yéménite. Vous feriez mieux de revenir à la raison, sinon ça ne fera qu'empirer. Et d'ailleurs, a-t-on entendu le moindre son de la part des signataires du pacte de la Mecque? Zéro. Zéro. Rien. Rien. Et bien sûr, ils pourraient même présenter les choses ainsi. Oui, l'Arabie Saoudite est attaquée par le Yémen. Allons les poursuivre. Mais ils sont assez intelligents pour ne pas se mêler de cette affaire, surtout contre Ansar Allah et les forces armées yéménites. Donc l'Arabie Saoudite ne peut rien faire. Elle peut signer 10 pactes de la Mecque supplémentaires. Ça ne changera rien à sa situation. La question, Pepe, c'est qui va tenir plus longtemps que l'autre camp? Est-ce que ce sera l'Iran ou les États-Unis et les pays du CCG, vu la situation actuelle autour du détroit d'Ormuz, avec le blocus américain contre l'Iran et le contrôle, la domination de l'Iran sur le détroit d'Ormuz? Qui va tenir plus longtemps que l'autre camp? Non, là, on est dans la boule de cristal, Nima. On ne sait pas. Et quiconque vous dira qu'il sait, ment. Ce que nous savons, c'est que ça va devenir encore plus féroce que ça ne l'est déjà. Et tout est réuni pour que ce soit une guerre sans fin. Tous les éléments sont là. Ça pourrait devenir une guerre sans fin absolument terrifiante, avec des hauts et des bas, des interruptions, vous savez, des pauses. Puis tout repart, guerre économique, guerre financière. Le lien direct, qui existait depuis le début, que les analystes américains de salon viennent tout juste de découvrir l'autre jour. La guerre en Ukraine et la guerre contre l'Iran sont la même guerre. Bien sûr que c'est la même guerre. Imbécile. Ça a toujours été la même guerre. Et c'est une guerre contre les 3 États civilisationnels, contre la Russie, contre l'Iran, et plus loin sur la route, contre la Chine. Et à bien des égards, déjà contre la Chine, sur le territoire ukrainien et sur le territoire iranien. Et bien sûr, autour des connexions commerciales chinoises en Asie occidentale. Donc, cette guerre va devenir, elle est déjà, la guerre qui change et qui est en train de changer le 21e siècle. Ce sera le titre de mon prochain livre, qui paraîtra aux États-Unis. La guerre qui change le 21e siècle. C'est celle-ci. Tout le monde pensait que ce serait la guerre de l'OTAN en Ukraine par procuration, ou la guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Non, c'est celle-ci qui va changer l'échiquier bien plus que n'importe quelle autre guerre. Parce que l'Asie occidentale, comme nous le savons tous, est extrêmement sensible pour la planète entière à cause de l'énergie. Parce que c'est une guerre du pétrole. C'est une guerre autour d'un point de passage stratégique du pétrole. C'est une guerre contre un acteur indépendant qui vendait de l'énergie en contournant le dollar américain. C'est donc une guerre du pétrodollar. Une guerre pour tenter de sauver le pétrodollar. C'est une guerre contre ce qui est désormais la puissance la plus importante d'Asie occidentale, qui l'emporte, qui inflige une défaite stratégique et qui est maintenant en train de gagner la guerre et de dicter les conditions d'un règlement de cette guerre avec l'aide du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Alors pour l'Empire, cela transforme le cauchemar en quelque chose de totalement disproportionné. Ceux qui réfléchissent, de l'autre côté du Beltway, aux États-Unis, voient qu'il s'agit d'une guerre contre 3 puissances, 2 très très grandes puissances, et une troisième,
que Mohsen Rezaei a définie comme la quatrième puissance. Toutes trois sont eurasiennes. Toutes trois sont des États-civilisations. Toutes trois sont membres des BRICS. Toutes trois sont membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Toutes trois sont des leaders du Sud global. Les États-Unis ont-ils tout ce qu'il faut pour combattre ces trois pays en même temps? Tout le monde sait que non. Et c'est pour ça qu'ils paniquent. C'est pour ça que les élites en particulier paniquent. Et c'est pour ça que leur plan B, maintenant, c'est « D'accord, étranglons-les sur les plans économiques et financiers. » Comme vous le savez tous, et comme Nima le sait, comme toi Nima, tu le sais très bien, l'Iran peut résister à n'importe quoi. Ils sont autosuffisants. Ils ne sont pas strength économiquement. Et bien sûr, ils disposent de leur réseau de soutien à travers toute l'Eurasie, en plusieurs endroits du continent, avec surtout en arrière-plan la Russie et la Chine. Donc, ils ne seront pas étranglés économiquement. Point final. Il ne reste donc rien à l'Empire. Il ne reste rien. Et ce sera bien pire après les élections de mi-mandat. Puis, selon ce qui se passera ensuite, il y a deux possibilités. Premièrement, lors des prochaines élections, dans un peu plus de 2 ans, nous aurons une administration démocrate. Ou alors, s'il y a une destitution de Trump, nous aurons Vance comme président. Rien de tout cela ne changera quoi que ce soit. Ce ne sera qu'un changement minime de degré. Mais ces éléments de guerre hybride et cette guerre sans fin contre l'Iran et l'axe de la résistance ne vont pas disparaître. Alors, nous devons tous vivre avec ça. Pensez-vous que Donald Trump va poursuivre cette guerre jusqu'à la fin de sa présidence? Ou va-t-il en tirer les leçons? Parce que les signaux du côté des Iraniens, quand on regarde leur façon d'en parler, disent en substance qu'il n'y a rien à attendre de l'administration Trump. Aucune réflexion sérieuse. Personne de sérieux. Non, et maintenant, avec Mohsen Rezaei, qui décide aux côtés du guide Mojtaba. Et Mojtaba, depuis le début, comme vous le savez bien, n'a jamais cru à une quelconque négociation avec les Américains. Et les faits lui ont donné raison. Donc, cela ne va pas changer. La résistance iranienne et la manière recalibrée dont l'Iran va imposer sa résistance et ses exigences aux États-Unis vont rendre encore plus difficile pour les Américains d'accepter quoi que ce soit ou de parvenir à un accord sur quoi que ce soit. Cette guerre peut donc s'installer dans la durée, au ralenti. Et puis, il y aura des hauts et des bas. Cela reproduira donc une fois encore le schéma observé en Ukraine. Tout le monde voyait que la guerre en Ukraine durerait au maximum. D'accord, 1 an et demi au plus. Je me souviens, chaque fois que j'allais en Russie ces 4 dernières années, la guerre va se terminer en 2025. Eh bien non. La guerre pourrait se terminer selon ce que feront les Russes dans les prochains mois. Cela voudrait donc dire début 2027. Ou alors, elle pourrait continuer au ralenti pendant très très longtemps. Parce que, encore une fois, si la guerre se termine en Ukraine, c'est une défaite stratégique, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'ensemble de l'OTAN. Ce qui signifie la désintégration de l'OTAN. Ils ne peuvent pas vivre avec ça. Ils ne peuvent pas l'admettre. Tout comme les Américains ne peuvent tout simplement pas lever les sanctions et rendre à l'Irak l'argent de l'Iran. Parce que ce serait reconnaître leur défaite stratégique. On en revient toujours au même point. Quand vous portez un coup sérieux, encore une fois, un coup stratégique à une grande puissance, il est très difficile pour cette grande puissance de se relever. Et c'est là où nous en sommes, sur les 2 théâtres de la guerre. Et ça va devenir bien pire pour l'Empire, et bien sûr, pour les vassaux. C'est là qu'on peut situer l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite doit se ressaisir et changer de cap, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle a trop investi dans son rôle de vassal américain. Donc pour elle, c'est absolument impossible.
Il n'en est pas question. Il n'y a pas de solution pour elle. Et même cette tentative désespérée d'un accord sur la Mecque, à la manière de l'OTAN, ne va pas les sauver. C'est donc l'une des conséquences possibles de ce qui se passe en ce moment. Toutes ces pétromonarchies, les pétromonarchies du CCG, tôt ou tard, elles vont toutes s'effondrer, sans exception. Surtout le grand frère, l'Arabie Saoudite. Voilà, Nima. Ils doivent vivre avec le fait que l'Iran gagne, et ils doivent l'admettre. Ils doivent y faire face. C'est d'ailleurs ce que Oman et le Qatar commencent déjà au moins à faire. D'accord, nous devons vivre avec eux, donc nous devons coopérer avec eux. Nous ne pouvons pas les antagoniser. Ce sont les 2 premiers pays du CCG qui l'ont compris. Les autres, vous savez, la réalité le leur dira. Nima, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Pas de problème. No problem. Oui, Thank you, Pep. Merci. Obrigado. Merci, Pepe. Merci. Obrigado. Obrigado. Eh bien, c'est toujours un immense plaisir de parler avec vous. Muito obrigado. Mais à partir de maintenant, ça va devenir beaucoup plus difficile, Nima. Ça va le devenir, j'imagine. I assume, yeah. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. D'accord. Laissez-moi vous poser la dernière question pour aujourd'hui. D'accord. Quelle est votre lecture personnelle de Mohsen Rezaei en tant que 2e personnalité la plus importante d'Iran aujourd'hui? I think he is this. Je pense qu'il l'est. Comme vous l'avez dit, la description parfaite, c'est celle que vous avez donnée. À mon avis, il va redéfinir toute la politique étrangère de l'Iran pour la décennie à venir, parce qu'il va rester au pouvoir. Il suffit de revenir à la guerre Iran-Irak. Il a dirigé les gardiens de la révolution iranienne pendant toute la guerre Iran-Irak, pendant toute la durée du conflit. Cela montre l'importance de cet homme. Et à mon avis, il va remodeler toute la politique étrangère de l'Iran, toute sa stratégie militaire et sa stratégie politique. C'est l'élément central aujourd'hui, redéfinir tout cela. Voilà son importance. Et regardez ce qu'il a dit jusqu'à présent. Vous voyez, rien n'indique que l'Iran recule, ou cherche à capituler, ou essaye de s'entendre dans le cadre d'une quelconque initiative de sa part. Parce que les États-Unis essaient de dire, ils jouent à ce jeu du genre, donnons-leur un peu d'argent provenant des avoirs gelés. Trompons-les. Lui, il ne va pas jouer à ce jeu avec eux. Il est très direct dans sa façon de parler, dans sa façon de penser. Ce sera à sa manière, ou rien. Je parle de la politique étrangère iranienne, de la stratégie iranienne. Il ne va pas capituler, c'est pas son genre. Et le plus important chez lui, c'est qu'il n'est pas sur la défensive. Il est offensif. Offensive, exactement. Oui, c'est important. Selon moi, c'est ce qu'il y a de plus important chez lui.